Après que mon mari soit monté dans un avion pour un voyage d'affaires, mon fils de 6 ans a soudainement chuchoté « Maman, nous ne pouvons pas rentrer à la maison. Ce matin, j'ai entendu papa préparer quelque chose de mal contre nous. Alors nous nous sommes cachés. J'ai paniqué quand j'ai vu. J'ai déposé mon mari à l'aéroport, pensant que ce n'était qu'un autre voyage d'affaires. Mais au moment où j'allais partir, mon fils de 6 ans m'a serré la main et a chuchoté. Maman, ne rentre pas à la maison. Ce matin, j'ai entendu papa préparer quelque chose de très mauvais contre nous. S'il te plaît, crois-moi cette fois. Je l'ai cru et nous nous sommes cachés. Et ce que j'ai vu ensuite m'a fait paniquer. Mais avant de continuer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Les lumières fluorescentes de l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta me faisaient mal aux yeux ce jeudi soir-là. J'étais fatigué. Ce genre de fatigue qui vient du plus profond de soi. Vous savez, ce n'est pas seulement de la somnolence. C'est un épuisement de l'âme que je traînais depuis des mois sans vraiment en comprendre la raison. Mon mari, Kazi, se tenait à côté de moi avec ce sourire parfait qu'il arborait toujours en public. Costume gris impeccable sur mesure, mallette en cuir à la main, le parfum coûteux que je lui avais offert pour son dernier anniversaire flottant dans l'air. Pour quiconque dans ce terminal, nous étions la définition de l'excellence noire, le couple de pouvoir. Lui, le dirigeant à succès, moi, l'épouse dévouée, le raccompagnant avant un important voyage d'affaires à Chicago. Si seulement il savait. À mes côtés, sa petite main moite tenant fermement la mienne, se trouvait Kenzo, mon fils de 6 ans. Mon monde entier. Il était trop calme ce soir-là, plus silencieux que d'habitude. Et attention, Kenzo a toujours été un enfant observateur, un de ces enfants qui préfèrent regarder plutôt que de participer. Mais ce soir-là, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une peur que je ne pouvais nommer. Cette réunion à Chicago est cruciale, chérie. Dit Kazi en me prenant dans ses bras pour un câlin calculé. Tout en lui était calculé. Je ne le savais tout simplement pas encore. 3 jours maximum et je suis de retour. Tu tiens le fort ici, d'accord? Tenir le fort. Comme si ma vie n'était que ça, maintenir tout en ordre pendant qu'il bâtissait son empire. Mais j'ai souri. J'ai souri comme je le faisais toujours parce que c'est ce qu'on attendait de moi. Bien sûr, tout ira bien. Ai-je répondu, sentant Kenzo serrer ma main encore plus fort. Kazi s'accroupit devant notre fils. Il posa ses 2 mains sur les épaules de Kenzo de cette manière qu'il avait toujours de faire quand il voulait paraître comme le père parfait. Et toi, petit homme, tu prends soin de maman pour moi. D'accord? Kenzo ne répondit pas. Il hocha simplement la tête, les yeux fixés sur le visage de son père. Ce regard. C'était comme s'il mémorisait chaque détail, chaque trait, comme s'il voyait Kazi pour la toute dernière fois. J'aurais dû le remarquer. J'aurais dû sentir que quelque chose n'allait pas à ce moment précis. Mais on ne remarque jamais les signes quand ils viennent des gens qu'on aime, n'est-ce pas? On pense connaître la personne. Qu'après 8 ans de mariage, rien ne peut nous surprendre. Comme j'étais naïve. Kazi embrassa le front de Kenzo, puis le mien. Je vous aime tous les deux. À bientôt. Et puis il se retourna, attrapa son bagage à main et se dirigea vers le point de contrôle de la TSA. Kenzo et moi sommes restés là, figés au milieu de cette foule d'adieux et de retrouvailles, à le regarder disparaître. Quand je ne pus finalement plus voir Kazi, je pris une profonde inspiration. Allez, mon grand. Rentrons à la maison. Ma voix sortit lasse. Je voulais juste rentrer à notre maison de Buckhead, enlever ces talons inconfortables que j'avais portés pour jouer le rôle, et peut-être regarder quelque chose à la télévision jusqu'à ce que le sommeil m'emporte. Nous avons commencé à marcher le long du long hall de l'aéroport, nos pas résonnant sur le sol poli. Kenzo était encore plus silencieux maintenant, et je pouvais sentir la tension dans son petit corps à travers la main qui tenait la mienne. Tout va bien, mon cœur? Tu es très silencieux aujourd'hui. Il ne répondit pas immédiatement. Nous avons continué à marcher, dépassant les boutiques fermées, les écrans de vol, les gens pressés avec leurs valises à roulettes. Ce n'est que lorsque nous sommes arrivés près de la sortie, lorsque les portes vitrées automatiques étaient déjà en vue, qu'il s'est arrêté. Il s'est arrêté si brusquement que j'ai failli trébucher. Kenzo, qu'est-ce qui ne va pas? C'est alors qu'il m'a regardé.
Et mon Dieu, je n'oublierai jamais ce regard. C'était de la pure terreur. Le genre de peur qu'un enfant de 6 ans ne devrait même pas connaître. Maman, murmura-t-il, la voix tremblante. Nous ne pouvons pas rentrer à la maison. Mon cœur fit un bond étrange dans ma poitrine. Je m'accroupis devant lui, tenant ses petits bras. Qu'est-ce que tu veux dire, chérie? Bien sûr que nous rentrons à la maison. Il est tard. Tu dois dormir, non? Sa voix sortit plus forte, désespérée. Quelques personnes tournèrent la tête pour nous regarder. Il déglutit difficilement et continua, maintenant dans un murmure urgent. Maman, s'il te plaît, nous ne pouvons pas rentrer. Crois-moi cette fois, s'il te plaît. Cette fois. Ces deux mots faisaient mal parce que c'était vrai. Il y a quelques semaines, Kenzo m'avait dit qu'il avait vu une voiture étrange garée devant notre maison. La même voiture, 3 nuits de suite. Je lui avais dit que c'était une coïncidence. Quelques jours plus tard, il jura avoir entendu papa parler doucement dans son bureau à domicile de « résoudre le problème une bonne fois pour toutes ». Je lui avais dit que c'était des affaires, qu'il ne devait pas écouter les conversations des adultes. Je ne l'avais pas cru. Et maintenant, il me suppliait, des larmes commençant à se former dans ses yeux bruns profonds. Cette fois, je te crois, Kenzo. Explique-moi ce qui se passe. Ma voix sortit plus stable que je ne me sentais à l'intérieur. Il regarda autour de lui comme s'il avait peur que quelqu'un l'entende. Puis il me tira par le bras, me faisant me pencher encore plus près de lui et me chuchota à l'oreille. Ce matin, très tôt, je me suis réveillé avant tout le monde. Je suis allé chercher de l'eau et j'ai entendu papa dans son bureau. Il était au téléphone. Maman, il a dit que ce soir, pendant que nous dormirions, quelque chose de mal allait se produire. Qu'il devait être loin quand ça arriverait. Que nous ne serions plus sur son chemin. Mon sang se glaça. Kenzo, tu es sûr? Tu es sûr de ce que tu as entendu? Il hocha la tête désespérément. Il a dit qu'il y avait des gens qui allaient s'en occuper. Il a dit qu'il allait enfin être libre. Maman, sa voix. Ce n'était pas la voix de papa. C'était différent. Effrayant. Mon premier réflexe fut de nier. De dire que c'était son imagination, qu'il avait mal compris, que Quasi ne ferait jamais. Mais ensuite, je me suis souvenu de choses. De petites choses que j'avais ignorées. Quasi augmentant sa police d'assurance vie il y a 3 mois, disant que c'était juste une précaution pour la richesse générationnelle. Quasi insistant pour que je mette tout, la maison de Buckhead, la voiture, même notre compte d'épargne joint, uniquement à son nom. Ça aide avec les impôts, chérie. Quasi se mettant en colère quand j'ai mentionné que je voulais retourner travailler. Ce n'est pas nécessaire, Hera. Je m'occupe de tout. Les appels étranges auxquels il répondait enfermé dans son bureau, les voyages de plus en plus fréquents, et cette conversation que j'avais surprise par hasard il y a 2 semaines alors que je le croyais endormi. Il murmurait au téléphone. Ouais, je connais le risque, mais il n'y a pas d'autre moyen. Ça doit avoir l'air accidentel. À ce moment-là, je m'étais convaincu que c'était à propos du travail, d'un investissement risqué. Mais si ce n'était pas le cas? Je regardais Kenzo, ce visage terrifié, les larmes qui coulaient, les mains tremblantes, et je pris la décision la plus importante de ma vie. D'accord, mon fils, je te crois. Le soulagement qui envahit son visage fut instantané mais de courte durée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bonne question. Mon cerveau tournait à plein régime. Si Kenzo avait raison, et que chaque cellule de mon corps commençait à crier qu'il avait raison, rentrer à la maison était une condamnation à mort. Mais où aller? Chez qui? Tous nos amis étaient aussi les amis de Quasi. Faisant partie du même cercle social. Ma famille vivait en Caroline du Nord. Et si je me trompais, si tout cela n'était qu'un terrible malentendu? Mais si ce n'était pas le cas? Allons à la voiture, décidai-je. Mais nous n'entrerons pas dans la maison. Nous allons regarder de loin, juste pour être sûr. D'accord? Kenzo hocha la tête. Je lui repris la main et nous nous dirigeâmes vers le parking. Mon cœur battait si fort que je pouvais entendre le sang pulser dans mes oreilles. Chaque pas semblait peser 1 tonne. L'air frais de la nuit me frappa lorsque nous sortîmes. Le parking était faiblement éclairé avec seulement quelques voitures éparpillées.
La nôtre était dans un coin, un SUV argenté que Quasi avait insisté pour acheter l'année dernière. Une voiture sûre pour ma famille, avait-il dit. Sûr. Quelle amère plaisanterie. Nous sommes montés. J'ai bouclé la ceinture de Kenzo, puis la mienne. Mes mains tremblaient tellement qu'il m'a fallu 3 essais pour démarrer le moteur. Maman. La voix de Kenzo était petite sur la banquette arrière. Oui, chérie. Merci de m'avoir cru. Je regardais dans le rétroviseur. Il était recroquevillé sur le siège, serrant le sac à dos dinosaure qu'il emportait partout. Je te croirai toujours, mon fils. Toujours. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que j'aurais dû le dire plus tôt. J'aurais dû l'écouter dès le début. J'ai conduit en silence. Je ne suis pas allé directement à notre allée. Au lieu de cela, j'ai pris une route secondaire à travers le quartier, trouvant une place dans une rue parallèle qui offrait une vue sur notre maison à travers les arbres sans que nous soyons facilement vus. Je me suis garé dans un endroit sombre entre 2 grands chênes. De là, nous pouvions voir notre maison. Tout semblait normal. Les lampadaires illuminaient le trottoir, notre pelouse bien entretenue, le porche où Quasi et moi prenions le café le dimanche, la fenêtre de la chambre de Kenzo avec les rideaux de super-héros qu'il avait choisis. La maison. Ou du moins, c'est ce que je pensais que c'était. J'ai coupé le moteur et les lumières. Obscurité totale. Silence total, sauf pour notre respiration. Et maintenant, on attend, ai-je chuchoté. Kenzo n'a rien dit. Il a juste continué à regarder par la fenêtre, les yeux fixés sur la maison. Et nous avons donc attendu, ne sachant pas que dans moins d'1 heure, tout ce que je pensais savoir sur ma vie allait s'effondrer. L'horloge du tableau de bord indiquait 22h17 quand j'ai commencé à me demander si je n'étais pas complètement ridicule. J'étais là, caché dans une rue sombre avec mon fils de 6 ans, espionnant ma propre maison comme dans un mauvais film. Quelle mère fait ça? Quelle femme soupçonne son propre mari? De quoi exactement? Je ne pouvais même pas formuler la pensée complète dans ma tête. C'était trop absurde. Quasi ne m'avait jamais levé la main dessus, n'avait jamais crié sur Kenzo. C'était un père présent, un pourvoyeur. Mais était-ce un mari aimant? La question est venue de nulle part et m'a prise au dépourvu. Quand m'avait-il regardé pour la dernière fois avec une affection sincère? Quand m'avait-il demandé comment s'était passée ma journée et avait-il vraiment voulu entendre la réponse? Quand m'avait-il touché sans que ce soit mécanique, automatique? Quand avais-je ressenti pour la dernière fois de l'amour et pas seulement de l'entretien? Maman, regarde. La voix de Kenzo m'a tiré de mes pensées. Mon cœur s'est emballé. Quoi? Que as-tu vu? Cette voiture. J'ai suivi la direction de son doigt. Un véhicule tournait dans notre rue, mais ce n'était pas n'importe quelle voiture. C'était une camionnette sombre. Pas de décalcomanie, pas de plaque d'immatriculation avant visible. Les vitres étaient teintées, si sombres qu'il était impossible de voir qui était à l'intérieur. La camionnette a ralenti en passant devant les maisons, trop lentement pour être quelqu'un qui ne faisait que passer. C'était comme si elle chassait. Mon souffle s'est coupé dans ma gorge lorsque la camionnette s'est arrêtée exactement devant notre maison. Ça ne peut pas être, ai-je chuchoté. Ça ne peut pas, mais c'était le cas. Les 2 portes avant se sont ouvertes. 2 hommes sont sortis. Même de loin, même avec le faible éclairage, on pouvait voir que ce n'étaient pas des techniciens ou des livreurs ou quoi que ce soit de normal. Ils portaient des vêtements sombres, des sweats à capuche, et leur façon de se déplacer était furtive, calculée. Ils sont restés un moment devant le portail de notre allée, regardant autour d'eux. Mon instinct était de crier, d'appeler le 911, de faire quelque chose, mais j'étais paralysé, regardant comme si c'était un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. L'un d'eux, le plus grand, a mis la main dans sa poche. Je m'attendais à ce qu'il sorte un pied de biche, un outil pour forcer l'entrée. Ce serait un cambriolage. Je pouvais gérer un cambriolage. Je pouvais appeler la police, déposer un rapport, passer à autre chose. Mais ce qu'il a sorti de sa poche a fait s'effondrer mon monde. Une clé. Il avait une clé de notre maison. Maman. La voix de Kenzo tremblait. Comment ont-ils une clé? Je ne pouvais pas répondre. J'étais trop occupé à essayer de ne pas vomir. L'homme a déverrouillé la porte d'entrée comme s'il était chez lui. Pas de forçage, pas d'effraction,
il l'a simplement déverrouillée. Seules 3 personnes avaient une clé de notre maison. Moi, Quasi, et la clé de rechange qui se trouvait dans son bureau, dans le tiroir du bureau qui était toujours verrouillé. Les 2 hommes sont entrés dans ma maison, dans la maison où j'avais dormi hier, où j'avais préparé des gruaux et des œufs pour Kenzo ce matin, où je me sentais en sécurité. Ils n'ont pas allumé les lumières. Je pouvais voir des faisceaux de lampes de poche danser derrière les rideaux. Ils cherchaient quelque chose. Ou pire, ils préparaient quelque chose. Je ne sais pas combien de temps je suis resté assise là, figée, à regarder. Ça aurait pu être 5 minutes ou 50. Le temps avait perdu son sens. Tout ce qui existait, c'était cette vision. 2 étrangers à l'intérieur de ma maison avec des clés que seul mon mari aurait pu leur donner. Puis je l'ai senti. Au début, j'ai cru que je l'imaginais, mais elle est devenue plus forte. Une odeur chimique, âcre, de l'essence. « Maman, c'est quoi cette odeur ?» a demandé Kenzo. Et c'est là que j'ai vu de la fumée. Ça a commencé petit, juste un mince filet sortant de la fenêtre du salon, puis un autre de la fenêtre de la cuisine. Et puis j'ai vu la lueur. Cette lueur orange sinistre qui ne peut signifier qu'une chose. Le feu. Non. Je suis sorti de la voiture sans réfléchir. Non. 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 La main de Kenzo m'a tiré en arrière. Maman, non. Tu ne peux pas y aller. Il avait raison. Je le savais. Mais c'était ma maison. Mes affaires. Les photos de la naissance de Kenzo. Ma robe de mariée rangée dans le placard. Les dessins que Kenzo avait faits et que j'avais collés sur le frigo. La courte pointe que ma grand-mère avait cousue avant de mourir. Tout brûlait. Les flammes ont grandi vite. Terriblement vite. En quelques minutes, le salon était totalement englouti. Le feu léchait les murs, brisait les fenêtres, grimpait au 2e étage où se trouvait la chambre de Kenzo. C'est alors que la sirène a commencé. Quelqu'un a dû voir la fumée et appeler les pompiers. La camionnette sombre est partie en trombe, les lumières éteintes, disparaissant au coin de la rue quelques secondes avant l'arrivée du premier camion de pompiers. Je tremblais si fort que je pouvais à peine tenir debout. Kenzo me serrait par derrière, son petit visage enfoui dans mon dos, sanglotant. Kenzo avait raison, ai-je murmuré. Tu avais raison, chérie. Tu avais raison. Si nous étions rentrés à la maison, si je ne l'avais pas cru, nous serions à l'intérieur en ce moment, endormis, inconscients. Et ces hommes auraient. Je ne pouvais pas terminer la pensée. Mes jambes ont cédé et je suis tombé à genoux en plein milieu de la rue sombre, regardant ma vie se transformer en cendres. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Avec des mains tremblantes, je l'ai pris. C'était un SMS de Quasi. Salut chérie, je viens d'atterrir. J'espère que toi et Kenzo dormez bien. Je vous aime. À bientôt. J'ai lu le message 1 fois, 2 fois, 3 fois. Chaque mot était un couteau. Chaque émoji cœur était du poison. Il savait. Bien sûr qu'il savait. Il était dans un autre état en train de se construire un alibi parfait tout en engageant des gens pour nous tuer, pour nous brûler vifs pendant notre sommeil. Et puis il reviendrait en tant que mari dévasté, père endeuillé. Il pleurerait aux funérailles, recevrait les condoléances et garderait tout, l'assurance vie, les terres, les comptes en banque. C'est ce que Kenzo l'avait entendu dire au téléphone. Je vais enfin être libre. Libre de moi. Libre de son fils. La nausée est venue avec force. Je me suis retourné et j'ai vomi là, sur le trottoir. Tout ce que j'avais dans l'estomac est sorti avec toute illusion que j'avais encore sur mon mariage. Quand j'ai enfin pu m'arrêter, je me suis essuyé la bouche avec ma manche et j'ai regardé Kenzo. Il était assis sur le trottoir, serrant ses genoux, regardant la maison brûler. Des larmes coulaient sur son visage, mais il ne sanglotait plus. Il regardait simplement. Un enfant de 6 ans ne devrait pas avoir cette expression, cette terrible compréhension prématurée que les gens qui devraient vous aimer peuvent vouloir vous faire du mal. Je me suis assise à côté de lui et je l'ai serré fort dans mes bras. Je suis désolé, ai-je chuchoté dans ses cheveux. Je suis désolé de ne pas t'avoir cru plus tôt. Je suis désolé pour tout. Il s'est accroché à moi comme si j'étais la seule chose solide dans un monde qui s'était retourné. Et peut-être que je l'étais. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, maman ? C'était la question à 1 million d'euros, n'est-ce pas ?
Que faites-vous lorsque vous découvrez que l'homme qui a promis de vous aimer et de vous protéger veut en fait votre mort? Nous ne pouvions pas rentrer à la maison. Une maison n'existait même plus. Nous ne pouvions pas aller à la police. Quasi avait un alibi en béton, et ce n'était que moi et la parole d'un enfant de 6 ans contre la sienne. Nous ne pouvions pas aller chez des amis ou de la famille. Tout le monde penserait que j'étais folle, en état de choc après l'incendie, que j'inventais des choses. Et Quasi était libre, revenant en avion à ce moment même, s'entraînant probablement à l'air de choc et de tristesse qu'il allait utiliser lorsqu'il découvrirait la tragédie. Nous avions besoin d'aide. De l'aide de quelqu'un que Quasi ne connaissait pas. Quelqu'un qui pourrait comprendre. Quelqu'un qui saurait comment gérer. Quoi? Une tentative de meurtre, un complot. C'est alors que je me suis souvenu de mon père, grand-père Langston. Avant son décès il y a 2 ans, il m'avait donné une carte. C'était un jour difficile, juste après le diagnostic de son cancer. Il m'a appelé dans sa chambre d'hôpital, m'a pris la main et m'a dit, « Aïra, je ne fais pas confiance à ce mari à toi. Je ne l'ai jamais fait. Si un jour tu as besoin d'aide, d'une vraie aide, trouve cette personne. » La carte portait un nom, Zunara Okafor, avocate, et un numéro de téléphone. À l'époque, j'avais été offensé. Comment mon père pouvait-il ne pas faire confiance à Quasi? Quasi, qui était si attentionné avec lui, qui lui rendait visite à l'hôpital, qui payait les meilleurs médecins. Mais maintenant je comprenais. Mon père avait vu quelque chose que je refusais de voir, et il m'avait laissé une issue. J'ai repris mon téléphone. La batterie était à 23%. Je devais prendre une décision rapide. Kenzo, tu te souviens de cette carte que grand-père m'a donnée? Celle que j'ai gardée dans mon portefeuille? Il a hoché la tête. Je vais appeler la personne dessus. Elle va nous aider. Du moins, je l'espérais. Avec des doigts tremblants, j'ai composé le numéro. 3 sonneries, 4. Ça allait tomber sur la messagerie vocale quand une voix de femme, rauque mais ferme, a répondu, « Allô, cabinet Okafor. »« Madame. Madame Okafor, je m'appelle Aïra. Aïra Vance. Vous ne me connaissez pas, mais mon père? Mon père était Langston Vance. Il m'a donné votre numéro. J'ai besoin d'aide. Vraiment. » Il y eut une pause. Puis, Aïra, Langston m'a parlé de vous. Où êtes-vous? Ma maison vient de brûler. Je suis dans la rue avec mon fils et mon mari a essayé de nous tuer. Une autre pause plus longue. Quand elle a repris la parole, sa voix était différente, plus urgente. Êtes-vous en sécurité en ce moment? Pouvez-vous conduire? Oui. Alors notez cette adresse. Le bureau de l'avocate Zunara se trouvait dans un vieil immeuble en briques du quartier de Sweet Auburn. Le genre d'endroit devant lequel on passe sans le remarquer. Il n'y avait pas d'enseigne tape à accent grave l'œil, juste une petite plaque délavée. Z point à point au 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 affure conseil juridique. Il était presque minuit quand je me suis garé devant. La rue était déserte, seuls quelques lampadaires fonctionnaient. Kenzo s'était endormi sur la banquette arrière pendant le trajet, épuisé par les pleurs. J'ai dû le porter. Avant que je ne sonne, la porte s'est ouverte. Une femme se tenait là. Elle devait avoir environ 60 ans, des dreadlocks grises attachés en chignon, des lunettes de lecture suspendues à une chaîne. Elle portait un chemisier simple et un jean, comme si on l'avait réveillée, mais ses yeux étaient alertes, analysant chaque détail de moi et de Kenzo. Aïra? Oui, entrez vite. J'ai obéi. Elle a verrouillé la porte derrière nous avec 3 verrous différents. Le bureau sentait les vieux livrer le café fort. Il y avait des piles de dossiers partout, de vieilles armoires, une table pleine de papiers. Mettez le garçon sur le canapé là-bas, a-t-elle ordonné. Il y a une couverture sur la chaise. J'ai soigneusement allongé Kenzo. Je l'ai couvert. Il a continué à dormir, le visage encore strié de larmes. Un café, a-t-elle offert. J'allais refuser, mais elle était déjà en train de verser 2 tasses. Elle m'en a tendu une et a désigné la chaise en face de son bureau. Asseyez-vous et racontez-moi tout depuis le début. N'omettez rien. Et je lui ai raconté. Je lui ai parlé du voyage de Quasi, du murmure de Kenzo à l'aéroport,
de la décision de se cacher et de surveiller la maison, des hommes avec les clés, de l'incendie. Du SMS de Kazi faisant semblant de s'inquiéter tout en sachant que nous devrions être morts. Maître Zunara ne m'a pas interrompu une seule fois. Elle a simplement écouté, les doigts entrelacés sous son menton, les yeux fixés sur moi. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un long moment. Votre père m'a demandé de veiller sur vous si quelque chose comme ça arrivait, a-t-elle finalement dit. Langston était un homme très intelligent. Il a remarqué des choses sur votre mari que vous ne vouliez pas voir. Ça faisait mal, mais c'était vrai. Il savait. Il savait que Kazi était capable de ça. Il soupçonnait que Kazi n'était pas celui qu'il prétendait être, qu'il vous avait épousé pour l'accès, qu'il était dangereux. Elle prit une gorgée de café. Langston m'a laissé des choses. Des documents, des informations sur vous et sur Kazi. Je pensais ne jamais avoir à les utiliser, mais... Elle se leva et se dirigea vers une armoire verrouillée. Elle en sortit un épais dossier et revint, le posant sur la table entre nous. Votre père a engagé un détective privé il y a 3 ans, discrètement, pour enquêter sur les affaires de Kazi. Mon cœur se serra. Et qu'ont-ils trouvé? Des dettes. Beaucoup de dettes de jeu, surtout. Votre mari a un sérieux problème, Aïra. Il doit de l'argent à des usuriers, à des casinos clandestins, à des gens très dangereux. Elle ouvrit le dossier, montrant des relevés bancaires, des photos, des rapports. Ces entreprises sont en faillite depuis 2 ans. Il a utilisé l'argent de l'héritage que votre mère vous a laissé pour boucher les trous, mais il n'en reste presque plus rien. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. L'héritage de ma mère. 150 000 € qu'elle m'avait laissé, que j'avais mis sur un compte joint parce que nous étions mariés. Ce qui est à moi est à toi, chérie. Il avait tout dépensé, jusqu'au dernier centime. Elle tourna une page. Et maintenant, les prêteurs recouvrent avec les intérêts. Kazi doit près d'un demi-million. Des gens comme ça ne négocient pas. Soit ils paient, soit. Elle n'eut pas besoin de terminer la phrase. Mais je n'ai pas cet argent. Nous ne l'avons pas. Alors pourquoi l'assurance vie, demanda-t-elle simplement. Vous avez une police d'assurance vie d'une valeur de 2,5 millions d'euros, n'est-ce pas? Votre père a insisté là-dessus quand vous vous êtes mariés. Vous vous souvenez? Il a dit que c'était important de vous protéger, vous et vos futurs petits-enfants. Je me suis souvenu. Je me suis souvenu que Kazi trouvait ça excessif à l'époque, mais qu'il avait accepté. Je ne l'ai jamais remis en question. Je n'ai jamais pensé. Et si je mourais dans un accident, ai-je poursuivi le raisonnement, sentant la bile me monter à la gorge. Kazi recevrait les 2,5 millions, paierait les dettes et serait libre. Exactement. Maître Zunara referma le dossier. Et un incendie est le genre d'accident parfait. Difficile à prouver l'incendie criminel si c'est bien fait. Difficile à retracer. Et il a l'alibi parfait. Il était dans un autre état quand c'est arrivé. Mais je ne suis pas morte, et Kenzo non plus. Et il ne le sait pas encore. La façon dont elle a dit ça a fait-il dans ma tête. Vous suggérez que nous le laissions penser que le plan a fonctionné, pour l'instant. Elle se pencha en avant. Aïra, si vous vous montrez maintenant, ce sera sa parole contre la vôtre. Avez-vous des preuves, des témoins, autre chose que l'histoire d'un garçon de 6 ans qui aurait pu mal comprendre une conversation? Je n'avais rien. Juste la certitude dans mon cœur et la peur dans les yeux de mon fils. Mais qu'en est-il des hommes qui ont brûlé la maison? La police ne va-t-elle pas enquêter? Ils le feront, et sans piste, ils pourraient conclure à un accident. Un câblage défectueux, une fuite de gaz, n'importe quoi. Ces hommes sont des pros, Aïra. Ils ne laissent pas de traces, soupira-t-elle. Kazi a très bien planifié ça. La seule faille dans son plan était, que Kenzo a écouté et que je l'ai cru. Je regardais mon fils dormir sur le canapé. Si petit, si innocent, et pourtant il nous avait sauvé la vie. Alors, que dois-je faire? Je ne peux pas simplement disparaître. Ma carte d'identité, mes cartes, tout a brûlé dans la maison. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai nulle part où aller. Vous m'avez, dit Maître Zunara. Et vous avez quelque chose que Kazi ne sait pas que vous avez. Quoi? Elle sourit. Un sourire froid qui me fit comprendre pourquoi mon père lui faisait confiance.
La vérité est le temps de la prouver. Kazi reviendra demain. Il fera semblant d'être dévasté. Il fera un spectacle pour la police et les voisins. Il cherchera les corps. Et quand il ne les trouvera pas, il saura que quelque chose a mal tourné. Oui, mais d'ici là, nous aurons déjà 10 longueurs d'avance. Je ne comprenais pas complètement ce qu'elle voulait dire, mais j'étais trop épuisé pour questionner, trop épuisé pour penser. Je pouvais à peine garder les yeux ouverts. Vous et le garçon resterez ici ce soir, décida TL. Il y a une petite pièce à l'arrière. Ce n'est pas le Ritz, mais il y a un lit. Demain, nous planifierons les prochaines étapes. Maître Zunara, pourquoi faites-vous ça? Pourquoi aider autant? Elle se tut un instant, regardant un point au-delà de moi, perdue dans un souvenir. Langston m'a sauvé la vie une fois. Il y a longtemps, quand mon propre mari a essayé de me tuer. Elle reporta son regard sur moi. Je sais exactement ce que vous ressentez en ce moment, Aïra. Le choc, la trahison, la peur. Et j'ai promis à votre père que si vous aviez besoin de moi, je serais là. C'est une dette que j'ai le plaisir de rembourser. J'ai ravalé les larmes qui menaçaient de couler. Merci. Ne me remerciez pas encore. Le jeu ne fait que commencer. J'ai dormi peut-être 3 heures, mais j'ai eu l'impression que c'était 3 minutes. Je me suis réveillé avec Kenzo me secouant, effrayé, demandant où nous étions. Il m'a fallu quelques secondes pour me souvenir, et quand je l'ai fait, la réalité s'est abattue sur moi comme un seau d'eau glacée. Mon mari a essayé de me tuer. Peu importe combien de fois je me répétais ça dans ma tête, ça semblait toujours irréel, surréaliste, comme un cauchemar dont j'allais me réveiller à tout moment. Mais ce n'était pas le cas. Et les nouvelles du matin l'ont prouvé. Maître Zunara a frappé à la porte de la petite pièce à 7 heures. Allumez la télévision. Chaîne 2. C'était là. Flash info. Un violent incendie détruit une maison de luxe à Buckhead. Le sort de la famille est inconnu. Ils ont montré la maison, ou ce qu'il en restait. Juste des murs noircis et des décombres fumants. Les pompiers travaillaient encore, fouillant les débris. Et puis ils l'ont montré, quasi sortant d'un Uber au milieu du chaos avec une expression que je reconnaissais. Celle qu'il utilisait lorsqu'il répétait des discours importants devant le miroir. Inquiétude calculée. Horreur mesurée. Ma femme, mon fils. Pour l'amour de Dieu, que quelqu'un me dise qu'il n'était pas là-dedans, a-t-il crié à la caméra, aux policiers, à quiconque voulait bien l'écouter. La journaliste a expliqué qu'il était en voyage d'affaires, venait d'atterrir et était venu directement sur les lieux. Un mari désespéré à la recherche de sa famille disparue. A-t-elle narré avec cette voix grave de présentatrice de journal. Je sentis Kenzo se rétrécir à côté de moi. Il ment, a murmuré mon fils. Il fait semblant de s'inquiéter. Et c'était le cas. On pouvait le voir si on regardait de près. La façon dont il vérifiait les angles de caméra avant de s'effondrer en larmes. Comment ses yeux étaient secs même avec les mains couvrant son visage. Comment il a demandé au chef des pompiers, « Avez-vous déjà trouvé les corps ?» Avec une urgence qui n'était pas celle de quelqu'un qui s'accrochait à l'espoir, mais de quelqu'un qui avait besoin d'une confirmation. Il voulait s'assurer que nous étions morts. Maître Zunara a éteint la télévision. Il cherchera les corps toute la journée. Quand il ne les trouvera pas, il commencera à se douter. Nous avons peut-être 24 heures avant qu'il ne réalise que vous vous êtes échappé et alors il paniquera et les gens en panique font des erreurs. Elle s'est assise sur le bord du lit. Aïra, j'ai besoin que vous me disiez. Connaissez-vous la combinaison du coffre-fort que Kazi a dans son bureau? J'ai réfléchi un instant. Je la connais. C'est sa date de naissance. Trop évident, mais ça marche. Il y garde des documents importants. Je pense que oui. Je n'ai jamais vraiment fait attention. Nous avons besoin de ces documents. Surtout s'il est assez stupide pour avoir gardé quelque chose le liant aux hommes qu'il a engagés. Mais comment? La maison est envahie par la police en ce moment. Ce sera le cas pendant quelques heures. Mais la nuit, quand il ira dans un hôtel, parce qu'il ne voudra pas dormir dans une coquille brûlée, nous pourrons entrer. Je l'ai regardée comme si elle était folle. Vous voulez que j'entre par effraction dans ma propre maison? Techniquement, ce n'est pas une effraction si vous y habitez. Elle sourit de cette manière froide à nouveau. Et de plus,
nous allons avoir besoin de preuves, de quelque chose de solide qui prouve que Kazi a planifié ça. Je viens avec vous, dit soudain Kenzo. Pas question. Tu restes ici, chérie. Maman, je sais où papa cache des choses. Sa voix était petite, mais déterminée. Il y a des endroits que tu ne connais pas. Je le sais parce que je regarde. Je regarde toujours. Et il regardait. Mon fils silencieux, que tout le monde pensait timide, était en fait incroyablement observateur. Il remarquait des choses que je manquais. Il a raison. Maître Zanara hocha la tête. Les enfants voient ce que les adultes ignorent. S'il y a quelque chose de caché, il saura où chercher. Je n'aimais pas l'idée. Je ne voulais pas exposer Kenzo au danger à nouveau. Mais je savais aussi que nous avions besoin de preuves, et le temps pressait. La journée passa lentement. Nous sommes restés enfermés dans le bureau à regarder les nouvelles, à regarder Kazi jouer son théâtre. Il a donné des interviews à 3 chaînes différentes, toujours avec la même histoire. Un homme d'affaires dévasté à la recherche de sa famille. L'espoir d'un père. L'angoisse de ne pas savoir. Mensonges. Que des mensonges. Grâce aux caméras de sécurité du quartier auquel Zunara avait accès par un contact, nous avons vu Kazi être emmené au commissariat pour faire une déclaration. Nous l'avons vu revenir et rester devant la maison détruite pendant des heures à parler aux voisins, à la police, à quiconque apparaissait. Et puis finalement, quand le soleil a commencé à se coucher, nous l'avons vu monter dans une voiture et partir. Maintenant, dit maître Zunara. Elle me donna des vêtements sombres, des gants, une petite lampe de poche, et fit de même pour Kenzo. Nous ressemblions à des voleurs sur le point de commettre un cambriolage, et d'une certaine manière, c'était exactement ça. Nous avons conduit en silence jusqu'à la lisière du quartier, mais nous ne sommes pas entrés par l'avant. Zunara connaissait un passage à l'arrière où le mur était plus bas et où il n'y avait pas de caméra. Avantage d'avoir défendu le promoteur dans son divorce, a-t-elle expliqué. Nous avons escaladé le mur. Enfin, elle et moi avons grimpé. Nous avons fait passer Kenzo par-dessus. De l'autre côté, il faisait sombre. L'odeur de fumée était encore forte. 20 minutes, a chuchoté Zunara. Entrez. Prenez ce dont vous avez besoin. Sortez. Je reste ici pour surveiller. J'ai pris la main de Kenzo et nous nous sommes dirigés vers la maison, ou ce qu'il en restait. La porte arrière, celle de la cuisine, était partiellement brûlée mais pouvait encore être ouverte. Nous sommes entrés. Mon Dieu, la destruction était totale. Murs noircis, plafond partiellement effondré, l'odeur de cendres et de produits chimiques. Tout ce qui était ma vie était détruit. Mais nous n'avions pas le temps de nous lamenter. Le bureau, ai-je chuchoté à Kenzo. Où est-il? Il m'a guidé, traversant le salon détruit, montant les marches précaires de l'escalier. Le bureau de Kazi était au 2e étage, et miraculeusement, il n'avait pas autant brûlé que le reste. La porte était coincée, mais j'ai réussi à la forcer. Le coffre-fort était là, encastré dans le mur derrière un tableau qui avait brûlé. J'ai entré la date de naissance de Kazi. Bip. Lumière verte. Ouvert. À l'intérieur se trouvaient des documents, beaucoup d'argent liquide, probablement pour des paiements illégaux, et un vieux téléphone prépayé. Prends tout. La voix de Kenzo venait de l'autre côté de la pièce. Maman, regarde ici. Il pointait sous une lame de plancher lâche, une cachette que je n'aurais jamais connue. J'ai soulevé la planche. À l'intérieur se trouvait un autre téléphone, un carnet noir et une enveloppe. J'ai tout attrapé en hâte, le fourrant dans le sac à dos que j'avais apporté. Allons-y, vite. Nous étions presque à la porte quand nous avons entendu des voix en bas. Tu es sûr qu'il n'y a personne ici? Ouais. La police a déjà libéré le site. On vérifie juste une dernière fois. Mon sang se glaça. J'ai regardé Kenzo. Il était pâle. Nous ne pouvions pas descendre. Qui que ce soit, il bloquait notre seule sortie. J'ai attrapé Kenzo et nous nous sommes faufilés dans le placard du bureau. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il nous entendrait. À travers la fente de la porte du placard, je pouvais voir des faisceaux de lampes de poche monter les escaliers. 2 hommes, pas la police. J'ai reconnu les voix. C'étaient les mêmes hommes qui avaient mis le feu. Le patron a dit de vérifier si le travail était terminé,
dit l'un d'eux. Voix grave, accent du sud. On dirait qu'ils n'ont pas encore trouvé de corps. Impossible. Le feu était assez chaud pour que rien ne reste. Peut-être qu'ils les ont déjà emmenés à la morgue. Mieux vaut s'en assurer. Vérifie les chambres. J'ai entendu des pas se séparer, l'un se dirigeant vers la chambre principale, l'autre venant dans notre direction. La porte du bureau s'est ouverte. Kenzo m'a serré la main si fort que ça faisait mal. Je me suis mordu la lèvre pour ne pas faire de bruit. L'homme est entré, balayant la pièce avec sa lampe de poche. Elle s'est arrêtée sur le coffre-fort ouvert. Yo, Marcus, viens voir ça. L'autre type est apparu. Qu'est-ce qui se passe? Le coffre est ouvert. Il n'était pas comme ça quand on est parti. Tu es sûr? Absolument. On n'a même pas touché au coffre, on a juste allumé le feu et on est parti. Silence tendu. Quelqu'un est venu ici, a conclu celui qui s'appelait Marcus. Récemment. La poussière autour est dérangée. Tu penses que ce sont les flics? Les flics ne volent pas d'argent liquide. Et regarde, il y a de petites empreintes. Il a pointé la lampe de poche vers le sol. Trop petite pour être un adulte. Mon estomac se noie. Un gamin, dit lentement le premier homme. Tu crois? Je crois qu'on a un problème. Marcus sortit un téléphone de sa poche. J'appelle le patron. Il doit savoir. Je ne pouvais pas le permettre. S'il appelait quasi, s'il lui disait que quelqu'un était venu, que nous étions peut-être en vie. Mais que pouvais-je faire? J'étais enfermé dans un placard avec mon fils de 6 ans, sans armes, piégé. C'est alors que j'ai entendu le cri. Il venait de l'extérieur. Un cri de femme, fort, plein de terreur. C'était quoi, ça? Marcus a dévalé les escaliers. L'autre homme a suivi. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai pris Kenzo et j'ai couru. J'ai descendu les escaliers si vite que j'ai failli trébucher. La porte arrière était ouverte. Ils ont dû entrer par là. Nous avons couru vers le mur. Tsunara était là, haletante. C'est toi qui as crié, ai-je demandé en l'aidant à sauter le mur. Il fallait que je les fasse sortir de là. Ça a marché? Oui. Je lui ai montré le sac à dos. J'ai tout pris. Nous avons couru jusqu'à sa voiture garée à 2 rues de là. Ce n'est que lorsque nous avons été à l'intérieur, les portes verrouillées, le moteur en marche et que nous nous sommes éloignés que j'ai pu respirer. Ces hommes ont vu que quelqu'un a touché au coffre, ai-je dit. Ils le diront à Quasi. Excellent. Je l'ai regardée comme si elle était folle. Qu'est-ce que tu veux dire, excellent? Maintenant, il saura que vous êtes en vie. Il saura que vous avez les preuves. Il paniquera. Elle sourit en conduisant. Et les gens en panique font des choses stupides. Je ne sais pas si j'étais d'accord avec sa logique, mais j'étais trop épuisé pour discuter. De retour au bureau, nous avons vidé le sac à dos sur le bureau. Documents, téléphone, argent, le carnet noir. Tsunara a pris le carnet en premier, l'a ouvert, a commencé à lire, et plus elle lisait, plus son sourire s'élargissait. Bingo, a-t-elle murmuré. Qu'est-ce que c'est? Votre mari est-il méticuleux ou juste stupide? Probablement les deux. Elle tourna le carnet vers moi. Regardez ça. Date, montant, non. Il a documenté chaque centime qu'il a emprunté, à qui et quand il devait payer. Il a même des notes sur les conversations avec les usuriers. J'ai parcouru les pages. Tout y était, chaque dette, chaque menace qu'il avait reçue. Et puis sur les dernières pages, solution finale. Assurance vie d'Aïra 2,5 millions. L'accident doit paraître naturel. Contactez Marcus. Service 50 000 €, la moitié d'avance. Date, 2 novembre. C'était aujourd'hui, ou plutôt c'était hier, il a tout noté, ai-je chuchoté, incrédule. Pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Assurance, a expliqué Tsunara. Si quelque chose tournait mal, il pourrait l'utiliser comme levier contre les gars qu'il a engagés, prouver qu'ils étaient impliqués aussi. Elle a pris l'un des téléphones. Et je parie que sur ces téléphones prépayés, il y a encore plus de preuves. Des SMS, des appels. Il a fallu toute la nuit pour tout examiner.
Les téléphones étaient protégés par un mot de passe, mais Anra avait un contact technicien qui a réussi à les déverrouiller. Et tout était là. Des messages entre Cassie et Marcus. Il faut que ce soit un jour où je suis en voyage. Alibi solide. Ça doit avoir l'air accidentel. Le feu, c'est bien. Difficile à retracer. Et le gamin, avait demandé Marcus. On ne peut laisser personne derrière, avait écrit froidement Cassie, parlant de tuer notre fils comme s'il s'agissait d'un détail mineur, d'un inconvénient à résoudre. J'ai senti la haine grandir en moi, une haine froide et acérée. Je n'étais plus la femme qui s'était mariée en croyant avoir trouvé l'amour. J'étais une mère protégeant son enfant. Et les mères sont dangereuses lorsque leurs enfants sont menacés. Est-ce que c'est suffisant pour l'arrêter, ai-je demandé. Assez pour l'arrêter, le condamner et jeter la clé, a confirmé Zunara. Mais nous devons le faire correctement. Si nous remettons ça à la mauvaise police, Cassie a assez d'argent et de relations pour le faire disparaître, ou pire, pour vous faire disparaître. Alors, que faisons-nous? Elle réfléchit un instant. Je connais un détective honnête. Le détective Hightower. Homicide, incorruptible. Si nous lui présentons l'affaire avec toutes ses preuves, Cassie n'aura nulle part où fuir. Quand? Demain matin. Mais avant ça. Elle a regardé son téléphone. Votre mari a déjà essayé de vous appeler cette fois au cours de la dernière heure et a envoyé 15 SMS. J'ai pris mon téléphone. Il était en silencieux, mais l'écran s'est allumé avec notification après notification. Aïra, pour l'amour de Dieu, où es-tu, chérie? Je suis désespéré. S'il te plaît, réponds-moi. La police a dit qu'ils n'ont pas trouvé ton corps. Où es-tu? Es-tu blessé, Hera? Réponds-moi. Et le plus récent, envoyé il y a 5 minutes, je sais que tu es en vie. Et je sais que tu as pris les choses du coffre-fort. Nous devons parler. Urgent. Le masque était tombé. Il sait, ai-je dit. Parfait. Répondez-lui. Quoi? Vous êtes folle? Répondez-lui. Dites-lui que vous voulez le rencontrer dans un lieu public demain matin. Pourquoi? Zunara sourit. Ce sourire que j'avais appris à craindre et à admirer en même temps. Parce que nous allons lui donner une chance de se pendre lui-même. Je tape la réponse avec des doigts tremblants. Centennial Olympic Park, près de la fontaine. Demain, 10h. Viens seul. La réponse de Cassie est arrivée en quelques secondes. J'y serai, Aïra. Nous devons parler. Les choses ne sont pas comme tu le penses. Les choses ne sont pas comme tu le penses. Comme si j'étais la folle de l'histoire, comme si je n'avais pas vu 2 hommes incendier ma maison avec mes propres clés. Parfait, dit Zunara. Demain matin, vous le rencontrez. Mais vous ne serez pas seul. Elle a expliqué le plan. C'était risqué, peut-être insensé, mais ça pouvait marcher. Le détective Hightower a accepté d'aider quand elle a appelé et expliqué la situation. Il mettrait des agents en civil dans le parc, des micros, des caméras. Tout ce dont nous avions besoin, c'était de faire avouer Cassie. Il n'avouera jamais en sachant qu'il pourrait être enregistré, ai-je objecté. Il n'a pas besoin d'avouer avec des mots, a-t-elle répondu. Il a juste besoin d'agir. Et les hommes désespérés agissent toujours. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas d'imaginer la rencontre, ce que je dirais, comment je regarderais dans les yeux de l'homme qui avait essayé de me tuer et faire semblant de normalité. Kenzo dormait à côté de moi, enfin en paix après des jours de terreur. Au moins l'un de nous pouvait se reposer. À 9h30 le lendemain matin, nous étions en position. Moi, assise sur un banc du Centennial Park, portant une veste avec un micro intégré. Kenzo en sécurité au bureau avec Zunara regardant tout via un flux que la police avait installé. Le détective Hightower et son équipe dispersés dans le parc, déguisés en touristes, en vendeurs de hot-dogs, en promeneurs de chiens. Et puis j'ai vu Cassie. Il est arrivé ponctuellement à 10h. Il portait des vêtements froissés, probablement les mêmes que la veille, des cernes profonds sous les yeux, la barbe non rasée. Pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, il avait l'air humain, vulnérable. Mais je connaissais la vérité. Il m'a vu et a pratiquement couru. Aïra, Dieu merci, tu vas bien. Il a essayé de me serrer dans ses bras. J'ai reculé.
Ne me touche pas. Le masque a glissé une seconde. J'ai vu de la rage dans ses yeux avant qu'il ne revienne à une expression d'inquiétude. Chérie, je sais que tu as peur, mais tu dois m'écouter. T'écouter? T'écouter dire quoi, quasi? Que tout ça était une erreur? Que les hommes qui ont brûlé notre maison avec nos clés n'étaient que des cambrioleurs? Il cligna des yeux, calculant. Tu as vu. J'ai tout vu. J'étais là. Kenzo et moi avons tout vu. Il est devenu pâle. Il a regardé nerveusement autour de lui. Pas ici. Allons quelque part de privé. Je ne vais nulle part avec toi. J'ai gardé ma voix stable même si mon cœur battait la chamade. Parle ici, maintenant. Pourquoi as-tu essayé de me tuer? Je ne l'ai pas fait. Ce n'était pas comme ça. Il passa une main dans ses cheveux. Aïra, tu ne comprends pas? J'ai des problèmes. Je dois beaucoup d'argent à des gens très dangereux. Ils t'ont menacé. Ils ont menacé Kenzo. Alors, tu as décidé de nous tuer à la place. Quelle est cette logique? Non, j'allais vous faire sortir du pays. Avec l'argent de l'assurance, nous aurions pu recommencer ailleurs, loin de ces types. C'était un mensonge si flagrant que j'ai failli rire. Tu parles de l'assurance qui ne paie que si je meurs? Il s'est figé. Il a réalisé son erreur. Aïra. Il a changé de tactique. Sa voix est devenue menaçante. Tu as pris des choses de mon coffre-fort. J'ai besoin que tu me les rendes, maintenant. Le carnet noir, la preuve que tu as tout planifié. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Si tu donnes ça à la police, je tombe. Et si je tombe, les types à qui je dois de l'argent s'en prendront à toi. D'une manière ou d'une autre, tu n'es pas en sécurité. Mais au moins, ce ne sera pas toi qui essaieras de me tuer. La rage a finalement explosé. Tu as toujours été si naïve. Tu crois que je t'ai épousée pourquoi? Par amour? Tu n'étais qu'une fille gâtée avec l'argent de papa. C'était juste pour ça. Ça faisait mal, même en sachant que c'était vrai. Ça faisait mal de l'entendre. Et Kenzo, notre fils, aussi juste par intérêt? Le morveux, cracha-t-il les mots. Il a toujours été bizarre, trop silencieux, à tout regarder. Un gamin anormal. Et là, c'était la vraie haine. Ce n'était pas seulement pour l'argent. Il nous méprisait vraiment. C'est alors que j'ai entendu la voix du détective Hightower dans mon oreille. Nous en avons assez. Intervenez, l'équipe. Soudain, les touristes se sont levés. Les vendeurs ont abandonné leurs chariots. Tout le monde a convergé vers Quasi avec des badges en main. Quasi Vance, vous êtes en état d'arrestation. Son visage a traversé 5 émotions en 3 secondes. Choc, confusion, rage, peur et enfin acceptation. Il avait perdu. Mais avant qu'il ne puisse le menotter, il a fait quelque chose que personne n'attendait. Il a couru. Il a sprinté à travers le parc, bousculant les gens, sautant par-dessus les bancs. La police s'est lancée à sa poursuite, mais il avait une longueur d'avance et courait dans ma direction. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Il m'a attrapé, a sorti quelque chose de sa ceinture, un couteau, et l'a pressé contre mon cou. Personne ne bouge, a-t-il crié. Sa voix était méconnaissable. Ou je la tue. Je jure que je la tuerai. Le détective Hightower s'est arrêté à 10 pieds de distance, les mains en l'air. Calmez-vous, Quasi. Vous n'avez pas à faire ça. Bien sûr que si. Elle a tout gâché. Tout. La lame s'est pressée plus fort. J'ai senti un filet de sang couler. Mon cerveau est passé en mode panique, mais je me suis souvenu de Kenzo. Mon fils qui regardait tout. Je ne pouvais pas le laisser me voir mourir. Quasi, ai-je dit, en essayant de garder ma voix calme. Tu ne vas pas faire ça. Ne me dis pas ce que je vais faire ou ne pas faire. Tu ne vas pas le faire parce que tu es un lâche. Tu l'as toujours été. J'ai légèrement tourné la tête, le regardant dans les yeux. Les lâches ne tuent pas en regardant quelqu'un dans les yeux. Ils engagent d'autres personnes. Et même là, tu as échoué. Le couteau tremblait dans sa main. Et dans cette seconde d'hésitation, quelque chose s'est produit. Un coup de feu. Pas pour tuer, pour neutraliser.
Un tireur d'élite que je n'avais même pas vu a touché la main de Kazi. Le couteau est tombé. Il a crié de douleur. Et en quelques secondes, il était au sol, menotté, entouré d'officiers. Je suis tombé à genoux, tremblante. Le détective Hightower m'a aidé à me relever. Ça va. C'est fini. Mais ça ne me semblait pas fini. Rien ne semblait réel. J'ai regardé Kazi être traîné jusqu'à la voiture de police. Il criait, donnait des coups de pied, menaçait. Ça ne se termine pas ici, Hera. Tu vas payer. Tu vas payer. Vide. Toutes ces menaces étaient vides maintenant. Le procès de Kazi fut rapide. Avec toutes les preuves, le carnet, les téléphones, les enregistrements de notre rencontre, le témoignage des hommes qu'il avait engagés qui avaient conclu un accord de plaidoyer, il n'y avait pas de défense. Ils ont essayé de plaider la folie passagère, ont essayé de dire qu'il avait été contraint par les usuriers, ont tout essayé. Ça n'a pas marché. Kazi a été condamné à 25 ans de prison fédérale, tentative de meurtre, incendie criminel, fraude à l'assurance. La liste était longue. Je ne suis pas allé à la condamnation. Je ne voulais plus jamais voir son visage. Mais une araille est allée. Elle m'a envoyé un texto quand le verdict est tombé. Justice est faite. Justice. Les mots semblaient étranges parce qu'il ne semblait pas juste que 8 ans de ma vie aient été un mensonge. Il ne semblait pas juste que mon fils doive grandir en sachant que son propre père voulait le tuer. Mais au moins, nous étions vivants et libres. Au cours des mois suivants, j'ai dû tout reconstruire. Littéralement tout. Documents, identité, compte bancaire, maison. J'ai eu accès à l'argent de l'assurance habitation. Ironique, puisque Kazi l'avait brûlé pour obtenir un autre paiement d'assurance. Ce n'était pas une fortune, mais c'était suffisant pour recommencer. Zanra m'a aidé avec toute la paperasse. Plus que ça, elle est devenue une amie. Peut-être la première vraie amie que j'ai jamais eue. Votre père savait que j'allais avoir besoin de vous un jour, lui ai-je dit un après-midi en buvant du thé dans le nouvel appartement que j'avais loué à Decatur. Comment savait-il pour Kazi? L'intuition d'un père. Elle sourit. Ou peut-être qu'il a vu des choses que vous, étant amoureuse, ne vouliez pas voir. De petits signes. La façon dont Kazi regardait l'argent de votre famille. Comment il posait des questions sur les héritages. À quel point il était irrité quand vous parliez de travailler. Elle avait raison. Les signes avaient toujours été là. C'est moi qui avais choisi de les ignorer. Kenzo allait en thérapie. Au début, il ne voulait pas parler de ce qui s'était passé, mais avec le temps, lentement, il a commencé à s'ouvrir. Le thérapeute a dit qu'il était résilient. Les enfants sont plus forts qu'on ne l'imagine. Mais même fort, il faisait des cauchemars. Se réveillait en hurlant, disant qu'il y avait du feu, qu'il ne pouvait pas sortir, que son papa arrivait. Ces nuits-là, je restais avec lui, je le tenais, je lui fredonnais les chants gospel que je lui chantais quand il était bébé, et lentement il se rendormait. Maman, m'a-t-il demandé une nuit quelques mois après le procès. Est-ce que tu aimes toujours papa? La question m'a prise au dépourvu. Pourquoi tu demandes ça? Parce qu'il a été méchant. Vraiment méchant. Mais c'est toujours mon papa et je ne sais pas si c'est mal de le regretter parfois. Mon cœur s'est brisé. Je l'ai serré fort dans mes bras. Ce n'est pas mal, chérie. Il est ton père. Et la partie de lui que tu connaissais, la partie qui jouait à la balle avec toi, qui t'emmenait au parc, cette partie semblait réelle, ou du moins tu croyais qu'elle l'était. Et il n'y a pas de problème à regretter ça. Mais il a essayé de nous faire du mal. Il a essayé. Et c'était horrible et impardonnable. Mais tes sentiments sont les tiens. Tu peux regretter le père que tu pensais avoir et être toujours en colère contre ce qu'il a fait. Les deux choses peuvent exister ensemble. Il est resté silencieux un moment, puis a chuchoté, « Je t'ai sauvé, n'est-ce pas, maman? Tu nous as sauvés. Tu m'as sauvé, et tu t'es sauvé toi-même. Tu es mon héros, Kenzo. » Il sourit. Un petit sourire, mais sincère. Et à ce moment-là, j'ai su que nous allions nous en sortir. Pas immédiatement, pas comme par magie, mais éventuellement. J'ai recommencé à travailler, chose que Kazi n'avait jamais permise. J'ai trouvé un emploi dans une organisation à but non lucratif à Atlanta qui aidait les femmes victimes de violences domestiques.
Cela semblait approprié. Je comprenais ce qu'elle traversait. La peur, la honte, le sentiment que d'une manière ou d'une autre, c'était de leur faute. Et je pouvais dire du fond du cœur, ce n'est pas de votre faute. Ça ne l'a jamais été. Maître Zunara m'a offert un partenariat dans son cabinet 1 an plus tard. Vous avez du talent pour ça, et de la passion. Ce serait un gâchis de ne pas l'utiliser. J'ai accepté. Je suis retourné à l'école, j'ai suivi un programme de droit accéléré, j'ai réussi l'examen du barreau de Géorgie. Ce n'était pas facile. Retourner aux études à 34 ans est un défi, mais j'ai réussi. Je suis devenue avocate, spécialisée en droit de la famille et en affaires de violence domestique. J'ai utilisé la douleur pour aider d'autres personnes, et d'une certaine manière, cela a aidé à guérir ma propre douleur. 3 ans après l'incendie, nous avons emménagé dans une vraie maison. Petite, simple, mais la nôtre. Kenzo a choisi sa propre chambre, a peint les murs en bleu, mais pas de super-héros cette fois. Maman, je suis grand maintenant. Il l'a rempli d'affiches d'astronautes et de scientifiques noirs. Quand je serai grand, je serai ingénieur, a-t-il annoncé. Ou architecte. Je n'ai pas encore décidé. J'ai ri. Tu peux être les deux. Sérieusement, tu peux le faire. Tu peux faire tout ce que tu veux, mon fils. Et je le croyais, parce que nous avions survécu à l'impossible. Que était-ce qu'un peu d'ambition comparé à ça? De temps en temps, je pensais à Kazi, surtout quand j'ai signé les papiers du divorce, qu'il a contesté, bien sûr, mais qu'il a perdu, ou quand je voyais des nouvelles à son sujet en prison. Apparemment, il ne s'adaptait pas bien. Je ressentais de la pitié, pas de la rage parfois, mais surtout rien. Il était devenu sans importance, une note de bas de page dans mon histoire, pas le chapitre principal. La vie a continué. Kenzo a grandi. J'ai grandi avec lui. J'ai réappris à faire confiance. Pas aveuglément, plus jamais aveuglément, mais avec sagesse. J'ai appris que les signaux d'alarme existent pour une raison. Que écouter son intuition n'est pas de la paranoïa. Et j'ai appris que parfois, les personnes que nous aimons le plus sont celles qui peuvent nous blesser le plus. Mais j'ai aussi appris que nous pouvons y survivre et même grandir. Aujourd'hui marque les 5 ans de cette nuit à l'aéroport. 5 ans depuis que Kenzo a chuchoté, ne rentre pas à la maison, et a changé nos vies pour toujours. Je suis assise sur le porche de notre maison en train de boire un café. Kenzo, qui a maintenant 11 ans, est dans le salon en train de faire ses devoirs. C'est samedi, mais il aime prendre de l'avance sur son travail. Maman, crie-t-il, est-ce que je peux aller chez Malik après le déjeuner? Tu peux, mais sois de retour avant 18 h. D'accord. Je souris à mon café. Il a des amis maintenant. De bons amis. Il a cessé d'être ce garçon silencieux et effrayé. Il est toujours observateur. Il le sera toujours. Mais il rit aussi, il joue, il vit comme tout enfant devrait vivre. Mon téléphone sonne. C'est Zunara. Ou plutôt, Tati Z. Nous avons laissé tomber les formalités il y a longtemps. Bonjour. Tu es debout de bonne heure aujourd'hui. J'ai des nouvelles, dit-elle. Je peux entendre le sourire dans sa voix. Tu te souviens de cette affaire que nous avons prise le mois dernier, Madame Johnson? Je me souviens. 40 ans, mari violent, 3 enfants, pas d'argent pour partir. Nous l'avons fait. Ordonnance de protection accordée. Elle et les enfants sont déjà en sécurité au refuge. Je ferme les yeux, sentant cette chaleur dans ma poitrine. C'est bien. C'est vraiment bien. C'est pour ça qu'on fait ça, non? Pour ces moments. Oui. Nous raccrochons et je reste là à penser au nombre de femmes que nous avons réussi à aider au fil des ans. Au nombre d'enfants que nous avons sauvés. Pas de manière aussi dramatique que Kenzo et moi avons été sauvés, mais sauvés néanmoins de relations toxiques, de violences, de situations sans issue. Nous avons transformé notre tragédie en but. Maman. Kenzo apparaît à la porte moustiquaire. Je peux te demander quelque chose? Toujours. Il s'assoit sur la chaise à côté de moi. Il est plus grand maintenant, il grandit trop vite à mon goût. Bientôt, il sera plus grand que moi. Es-tu heureuse? La question me prend par surprise. Je le suis. Pourquoi tu demandes? Il hausse les épaules.
Je voulais juste savoir. À cause de tout ce qui s'est passé. Je pensais que tu resterais peut-être triste pour toujours. Je lui prends la main. Elle n'est plus si petite. J'ai été triste pendant un certain temps. Oui. Et je suis encore triste parfois quand je me souviens. Mais je suis aussi heureuse parce que je t'ai. J'ai un travail que j'aime. J'ai de vrais amis. J'ai une vie que j'ai choisie, pas que quelqu'un a choisi pour moi. Et papa, tu lui as pardonné? Celle-là est plus difficile. Je ne sais pas si je lui ai pardonné. Pardonner ne veut pas dire oublier ou dire que tout va bien. C'est peut-être plus comme laisser aller, ne plus porter ce poids. Et en ce sens, oui, je pense que j'ai réussi. Il hoche la tête, en train de traiter. Je pense que moi aussi. Je ne pense pas beaucoup à lui. Juste parfois quand je me souviens comment c'était avant, mais ensuite je me souviens que ce n'était pas réel. Et ça devient plus facile. Quelle sagesse pour un enfant de 11 ans. Mais Kenzo n'a jamais été un enfant ordinaire. Il a grandi trop vite, a vu trop de choses, mais il a survécu. Et plus que ça, il s'est épanoui. Je t'aime tellement. Tu le sais, dis-je en le serrant dans mes bras. Je sais. Je t'aime aussi, maman. Il me serre en retour, puis se dégage. Je peux retourner à mes devoirs? Il ne me reste que les maths. Vas-y, il rentre à l'intérieur et je reste là, sur le porche, à regarder le soleil se lever dans le ciel de Géorgie. Je pense à quel point la vie est étrange. Il y a 5 ans, je perdais tout, ou je pensais que je perdais tout. La maison, le mariage, la sécurité. Mais en fait, je gagnais quelque chose de plus important. La liberté. La liberté d'être moi-même, de prendre mes propres décisions, de construire une vie basée sur la vérité, pas sur de jolis mensonges. Et oui, ça fait mal. Parfois, ça fait encore mal. Il y a des nuits où je me réveille en sueur, en rêvant d'incendie. Il y a des jours où je vois de loin un homme qui ressemble à Kazi, et mon cœur s'emballe. Le traumatisme ne disparaît pas complètement. On apprend à vivre avec. Mais on apprend aussi qu'on est plus fort qu'on ne l'imagine. Qu'on peut survivre à l'inimaginable. Qu'on peut renaître de ses cendres. Littéralement dans mon cas. Mon téléphone vibre à nouveau. Un message du groupe de soutien que je coordonne pour les survivantes. Merci pour la réunion d'hier. Pour la première fois, j'ai senti que je ne suis pas seul. Je réponds, vous ne l'avez jamais été et vous ne le serez jamais. Nous sommes dans le même bateau. C'est à cause de ces messages que je fais ce que je fais. Parce que je sais ce que c'est que de se sentir seul, piégé, sans issue. Et je sais ce que c'est que de trouver une main tendue quand on en a le plus besoin. Comme mon père me l'a donné quand il m'a laissé la carte de Zunara. Comme Zunara me l'a donné quand elle m'a accueilli. Comme Kenzo me l'a donné quand il a eu le courage de parler. Même en étant si petit. On ne se sauve pas seul. On a besoin les uns des autres. Et maintenant, je redonne. Je tends la main à d'autres femmes qui sont là où j'étais. Et je les élève. Le soleil est complètement levé maintenant. Un nouveau jour, une nouvelle chance. Je me lève, je rentre dans la maison. Kenzo est à table, concentré sur les chiffres. Il ne remarque pas quand je m'approche et que je lui embrasse le sommet de la tête. Maman, proteste-t-il, mais il sourit. J'essaie de me concentrer ici. Désolé, je ne te dérangerai plus. Je vais à la cuisine pour commencer le déjeuner. Quelque chose de simple. Des spaghettis à la sauce à la viande. Le plat préféré de Kenzo. Pendant que je remue la sauce, je l'entends fredonner dans le salon. Fredonner. Un enfant qui a été témoin d'une tentative de meurtre, qui a perdu sa maison, qui a vu son père arrêté, il fredonne en faisant ses devoirs de maths. Si ce n'est pas de la résilience, je ne sais pas ce que c'est. Et ça me donne de l'espoir. L'espoir que peu importe ce que la vie nous réserve, nous pouvons survivre. Nous pouvons surmonter. Nous pouvons même être à nouveau heureux. Pas de la même manière, pas comme nous l'étions avant, mais d'une nouvelle manière. Plus fort, plus sage. Le minuteur du four sonne. Je l'éteins, je commence à servir les assiettes. Kenzo, c'est prêt. Il arrive en courant comme il le fait toujours quand il s'agit de manger. Il s'assoit à table avec ce grand sourire.
Qu'est-ce qu'il y a pour le dessert? De la glace. Si tu manges toute ta nourriture d'abord. Je peux faire ça les yeux fermés. Nous rions, nous mangeons, nous parlons de la semaine, des projets pour le week-end, du projet de science qu'il fait à l'école. Des choses normales, une vie normale. Et c'est beau après tout. C'est beau d'avoir à nouveau cette normalité. Après le déjeuner, Kenzo va chez son ami. Je fais la vaisselle, je range la maison, je réponds à quelques emails professionnels. La routine. Une routine merveilleusement banale. L'après-midi, quand Kenzo revient, nous regardons un film ensemble, une animation idiote qui me fait rire. Il se plaint que c'est pour les enfants, mais il rit aussi. Et quand la nuit tombe, quand je le borde, malgré qu'il se plaigne qu'il est trop grand pour ça, il me serre fort dans ses bras. Maman. Oui. Merci. Pourquoi, chérie? De m'avoir cru ce jour-là à l'aéroport. Si tu ne m'avais pas cru. Mais je t'ai cru. Je crois en toi. Il sourit, s'installe dans le lit. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, mon héros. J'éteins la lumière, je ferme la porte, et pour la première fois en 5 ans, je n'ai pas peur de demain. Parce que peu importe ce qui arrive, je sais que nous y ferons face ensemble et que nous survivrons, comme nous avons toujours survécu. Vous avez aimé l'histoire? Et de quelle ville l'écoutez-vous? Retrouvons-nous dans les commentaires. Si vous avez aimé l'histoire, vous pouvez me soutenir en envoyant un super merci pour que je puisse continuer à apporter plus d'histoires comme celle-ci. Merci beaucoup pour votre doux soutien. J'attends avec impatience vos commentaires sur l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt dans la prochaine histoire de vie.